au moins une partie de la coupe qui est déjà bien commencée. Et je vais commencer par vous présenter à partir d'un PowerPoint le travail à faire. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Pas de retour? Vous pouvez mettre le son. Oui, on voit votre écran. Si j'ai pas de retour, moi je ne sais pas si je passe correctement ou pas, hein. OK. Alors, le petit travail que vous allez devoir faire consiste à réaliser une coupe géologique avec essentiellement des informations à partir de sondages. Donc, c'est un secteur qui est dans le 15e arrondissement, rue Paul Barruel. Donc là, je vous présente un plan de situation avec effectivement la rue Paul Barruel qui est située entre la rue de Vaugirard et la rue du Taut. Alors, c'était quoi la problématique dans ce secteur-là? Donc, vous connaissez Paris, hein, enfin, je pense. Vous voyez, Paris est quand même un secteur qui est déjà plus que bien urbanisé. Donc, les espaces sont quand on veut faire quelque chose, les espaces sont réduits. Et il s'agissait effectivement de construire un immeuble en plusieurs parties. Cette deuxième diapositive vous présente en fait le plan de masse des bâtiments avec les différentes structures qui étaient souhaitées être mises en place en fait dans ce petit quartier entre la rue de Quintigny et la rue de Paul Barruel et la rue Sainte-Félicité. Ça va pour tout le monde? Donc là, on avait un plan. Là, je vous présente effectivement plutôt une coupe, en fait, donc une coupe verticale des bâtiments avec les différents étages et la géométrie des bâtiments suivant la coupe qui est en D'. Donc le point D est ici et le D' est là. Donc c'est une coupe qui est le long de cette ligne ici. Alors, c'était des bâtiments qui n'étaient pas très élevés. Il y avait côté rue de Quintigny, en gros, 3 niveaux avec 2 étages. Et de l'autre côté, rue Sainte-Félicité, vous aviez 6 étages à peu près, qu'un rez-de-chaussée. Et puis, vous aviez aussi un sous-sol. Donc, voilà les bâtiments qui étaient prévus. Alors, bien sûr, avant d'implanter les bâtiments, il a fallu faire une étude du sol pour évaluer la nature des fondations à mettre en place, savoir sur quoi on allait reposer et savoir quels étaient les travaux qu'il allait falloir faire pour sécuriser l'assise du bâtiment. Donc vous avez vu là la seconde coupe qui est un peu plus vers l'ouest, qui est la coupe EE'. Donc, si on revient sur le plan de situation, la coupe EE'. Alors, vous voyez le nord, c'est pas le côté de la feuille, hein, c'est effectivement cette direction-là. On est un peu plus à l'ouest ici, la coupe EE'. Vous voyez, pareil, toujours un petit bâtiment de 2 étages avec un rez-de-chaussée et un sous-sol. Alors, pour faire l'étude des fondations, il faut faire avant toute chose, il faut faire une étude du sous-sol.
Alors, de quoi on dispose? Je pense que vous avez ce document-là. Vous avez tous ce document-là à disposition? Oui. C'est bon. Donc, c'est la carte géologique au 5 millième. Donc, c'est une carte géologique qui est très précise. Hein. Carte géologique extraite de celle du 15e arrondissement. Donc, on connaît un certain nombre de choses en surface. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte géologique? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une carte géologique? Alors, une carte géologique, en fait, on reporte sur une carte topographique. Alors là, vous voyez la topographie qui est représentée par les courbes de niveau qui sont en mauve, on va dire, en rouge, et qui vous donne le relief, en fait, de la zone. Alors, plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus la pente est forte, et plus elles sont éloignées, plus la pente est faible. Vous voyez, sur les courbes de niveau, vous avez des altitudes. Donc, vers je ne sais pas comment c'est, le nord. Ouais, c'est bon, le nord est sur le côté de la carte. Donc, vous avez des altitudes aux alentours de 34-35 mètres vers le nord-ouest. Et tout doucement, vers le sud-est, vous montez, avec des courbes de niveau qui sont assez resserrées au niveau de la partie de la carte qui est plutôt jaune, hein, avec des altitudes qui montent 39, 40, 41, etc. Et vous arrivez vers le sud-ouest à une soixantaine de mètres, là où je vois à 58 mètres dans le coin au sud-est. Donc tout doucement, vous voyez que vous avez un terrain qui présente une légère pente et qui monte vers du sud du nord-ouest jusqu'au sud-est. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Vous voyez des couleurs. Alors, que représentent ces couleurs? En fait, une carte géologique, ça vous permet d'avoir à l'affleurement la nature des terrains. Uniquement à l'affleurement, bien sûr. Donc, on représente en fait les terrains qui sont en surface par différentes couleurs en fonction de leur nature et de leur âge. Alors, quand on a affaire à des roches sédimentaires comme ça, c'est plutôt en fait lié à l'âge de la couche. La couleur est liée à l'âge de la couche. Alors, localement, comme ça, l'âge et la nature des roches est, comment dire, est bien connue. Donc, effectivement, on a, en fonction de l'âge, en fonction de l'âge du dépôt de la couche, on a globalement, sur une petite surface comme ça, la nature même de la roche. Alors, qu'est-ce que vous avez sur cette carte-là? Vous avez une zone au nord-ouest, une zone qui est verte, qui est notée, vous regardez bien, sur la partie à gauche, hein, vous avez AA sur FG. Alors ça, c'est typiquement, ce sont des formations fluviatiles. C'est des alluvions. Hein, quand vous avez des notations A ou F, c'est soit du fluviatile, soit des alluvions. Ensuite, vous avez des couleurs qui sont jaunes. Un jaune un peu plus foncé pour CG. Alors, vous avez déjà entendu parler de ça, de ce niveau-là, avec Isabelle. Ce sont les calcaires grossiers, CG. Ensuite, un niveau, un aplat de couleur qui est un peu plus jaune clair, qui est noté M et C. Alors, ça doit vous dire quelque chose, puisque ça, c'est Marne et Caillasse. Et en rose, tout à fait au sud-ouest, les sables de Beauchamp. Ensuite, vous avez des zones qui sont hachurées. Alors, c'est un peu plus compliqué, les zones hachurées, parce que là, on est dans des zones qui sont bien connues. Et les zones hachurées correspondent à des zones de remblai. Les zones de remblai,
sont notés avec une couleur, effectivement, qui va correspondre à la nature de la roche qui est à la base sur laquelle le remblai repose. Ça va pour tout le monde? Donc, des zones remblayées, ça veut dire en fait que c'est des zones en creux, et on connaît la nature de la roche sur laquelle le remblai repose. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur des marnes et caillasses, on a des aplats de couleur jaune foncé, donc les remblais reposent sur du calcaire grossier. Et du côté plutôt à l'est, on a des remblais en fait qui sont de couleur jaune clair, dont effectivement on connaît la base, et ces remblais reposent en fait sur des marnes et caillasses. Donc ça permet effectivement d'avoir une information supplémentaire en profondeur. Ce qui nous intéresse effectivement quand on veut vouloir implanter des fondations, c'est de savoir sur quoi on va reposer. Donc d'avoir des informations en 3D. Là, avec une carte géologique, vous avez qu'une information qui est un 2D, 2D et demi. Alors, avec un peu d'expérience, effectivement, le géologue peut rien qu'avec une carte comme ça en 2D, et la géologie étant recoupée par une surface topographique qui est un 3D, on arrive effectivement, en appliquant un certain nombre de principes et de règles, à reconstituer une vue 3D en fait, du sous-sol jusqu'à une certaine profondeur, à partir du moment effectivement, où les couches viennent à l'affleurement. De l'attitude des contacts entre les différentes couches par rapport à une surface qui est complexe, qui est la surface topographique. Donc, cette trace, effectivement, c'est l'intersection, cette trace de contact entre deux niveaux sédimentaires différents, c'est l'intersection entre la surface topographique et la couche géologique. Quand on étudie cette trace-là sur une carte géologique, on arrive effectivement à en déduire un certain nombre d'informations en profondeur. Donc, on peut en déduire des informations dans le volume, en 3D. Donc, votre travail, ça va être un peu ça. Donc, utilisez cette carte-là. Ensuite, vous disposez d'autres informations. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de petits points sur la carte qui sont informés. Vous en avez un certain nombre. On voit que effectivement, la densité de ces points est importante sur la zone. Tous ces points-là sont des sondages. Donc, en fait, il y a eu des sondages effectués dans la zone, et on récupère, en fait, au fur et à mesure que le sondage progresse en profondeur, on récupère les informations concernant la nature des roches, donc ce qu'on appelle la lithologie des zones recoupées par le sondage. En général, on fait des sondages verticaux. Vous avez vu que les couches à Paris sont plutôt proches de l'horizontale. Donc, tous ces sondages sont verticaux, et on récupère effectivement, au fur et à mesure que le sondage va progresser en profondeur, on récupère la nature des roches. Alors, de différentes manières. Les sondages, ça peut être avoir affaire à des sondages carottés, donc on récupère effectivement une partie dure, si la roche est dure, bien sûr, on récupère une partie de la roche intacte, en fait, et donc on peut lire directement la lithologie sur cette carotte. Sinon, effectivement, si vous avez des sondages destructifs, on appelle des percutants ou des trépans, ce genre de choses, vous récupérez au fur et à mesure du creusement, vous récupérez une roche qui est broyée, et vous faites une analyse au fur et à mesure de la roche, des bris de roche que vous remontez à la surface. Et vous, en fonction effectivement de la position de la tête de sondage, vous positionnez en fait la nature de la roche en fonction de la profondeur. Donc, vous disposez donc d'un certain nombre de sondages sur cette zone-là. Et nous, ce qu'on va réaliser, c'est la coupe qui est notée par un trait de crayon, là, avec les différents sondages qui sont présentés et renumérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Vous avez une douzaine de sondages sur la ligne, là. Et nous, on va essayer de reconstituer sur cette ligne de coupe. On va faire comme un trait de scie qui va venir recouper tous les terrains verticalement. Et on va regarder sur le plan défini par ce trait de scie, par cette coupe, en fait, les terrains en profondeur. Donc, on va essayer de repositionner avec l'aide de la carte et géologique et les informations de sondage. On va essayer de faire quelque chose comment dire, d'utile en fait pour la reconnaissance du sous-sol et effectivement pour positionner les différents types de terrains et les différentes qualités de terrain à la verticale de la zone qui nous intéresse. Vous voyez que la coupe est parallèle à la rue Paul Barvel. Si je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, je peux peut-être mettre quelque chose d'un peu plus parlant. Focus, pardon. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, vous voyez, cette coupe est ici. Et la rue Paul Barvel, c'est cette rue ici. Alors là, la diapo suivante nous permet d'afficher en fait toutes les informations qui sont liées au sondage. Vous voyez les 12 sondages qui sont présentés sous forme d'un tableau avec qu'est-ce que vous avez sur ces colonnes. Donc, en haut, vous avez le numéro de sondage, comme je vous ai énoncé les numéros tout à l'heure. Ensuite, vous avez différentes informations en termes de profondeur. Alors, le petit numéro que vous avez, par exemple, pour le sondage 1, 36, 25, 16, 30, 13, 6, 28, 30, voilà. Vous avez des informations concernant, effectivement, les altitudes. Donc là, ce sont des altitudes. Vous voyez que du 1 au 12, les altitudes augmentent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc elles augmentent de l'ouest vers l'est. Donc vous avez des altitudes. Ensuite, à chaque altitude correspond en fait une nature de sol, de roche. Alors, pour le 1, je vais reprendre le 1, vous avez au niveau entre 36 et 25, vous avez du sol. Entre 25 et 16-30, vous avez SA. Donc SA, c'est les sables d'Auteuil, etc. Donc AP, ça veut dire argile plastique, MM, ça veut dire marne et calcaire de Meudon, etc. Vous avez toutes ces informations en fait en lithologie qui vous sont fournies pour chaque sondage. Alors vous voyez sur certains sondages, vous avez la mention R. Qu'est-ce que c'est que R? C'est des remblais. Donc ça, c'est un peu particulier parce que les remblais, en fait, sont liés à ce que Isabelle vous a dit tout à l'heure, sont liés effectivement à des perturbations du sol et du sous-sol par l'activité humaine. Donc ça va nous gêner. Vous avez deux choses qui se superposent, en fait, dans les lithologies que vous pouvez observer dans ces sondages. C'est des lithologies qui sont de nature, on dirait anthropique, liées à l'homme, et puis des lithologies qui sont liées, qui sont naturelles, en fait, qui correspondent à des dépôts sédimentaires. Alors, bien sûr, un dépôt sédimentaire, ça se fait au fond d'un bassin. C'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se faire. Vous avez vu que le bassin parisien a accumulé du sédiment sur plusieurs centaines de millions d'années. Et en fait, si vous raisonnez à partir du processus de sédimentation, vous avez deux choses qui sont importantes à considérer quand vous faites votre coupe. C'est que
la couche la plus ancienne est toujours à la base de la séquence sédimentaire, est toujours en bas, que la succession de couches est toujours la même, hein, vous empilez du temps, en fait. Quand vous empilez des sédiments, vous empilez du temps, hein, et les différentes natures de roches que vous observez correspondent à différents processus sédimentaires et différentes conditions de sédimentation qui évoluent au cours du temps. Hein, quand vous empilez du calcaire, vous empilez des petits squelettes d'animaux qui vivent dans un bassin marin, hein, dans de l'eau de mer, et quand vous empilez du sable ou des grains de quartz, vous empilez des particules qui viennent du continent, qui ont été érodées sur le continent. Et c'est ce jeu, effectivement, d'alimentation par différentes sources, soit des sources qui viennent du continent, hein, pour le sable, les argiles, soit des sources qui sont locales et qui correspondent à la vie dans l'eau du bassin, qui viennent s'empiler, s'accumuler en fond de bassin. Donc, effectivement, c'est du temps. Et donc, la séquence sédimentaire, hein, quand on parle de calcaire grossier, marne et caillasse, ou sable de Beauchamp, la séquence calcaire grossier, marne de caillasse, sable de Beauchamp, vous ne pouvez pas la changer. D'accord? Vous ne pouvez pas faire passer le sable de Beauchamp entre les calcaires grossiers, les marnes et caillasses. Donc, vous avez un principe en termes de chronologie qui fait que votre séquence sédimentaire sera toujours la même, elle est invariable. Si vous observez des variations dans cette séquence sédimentaire, c'est qu'il y a eu un problème d'autre nature qui peut être lié à des problèmes mécaniques. Un second principe aussi, en termes de sédimentologie ou de stratigraphie, c'est que les couches ont une extension latérale suffisamment importante pour considérer qu'elles sont continues. Hein, une couche représente un âge précis ou un intervalle de temps précis, hein, et elles sont, surtout à l'échelle où on va travailler là, elles sont considérées comme continues sur l'ensemble de la zone. Donc, vous n'avez pas d'interruption possible au niveau de ces couches-là latéralement. Donc, à partir du moment où sur une même zone d'altitude, vous changez, hein, entre deux sondages de faciès, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu perturber. Alors, l'homme peut être intervenu en fait sur ces zones-là, et donc entre deux sondages, si vous trouvez des différences, c'est que effectivement le contact n'est pas un contact sédimentaire, c'est un contact qui est lié à l'activité humaine. Donc, vous avez un certain nombre de sondages comme ça sur la zone. Ces sondages ne sont pas tous sur la ligne de coupe, mais ont été rabattus parce qu'ils sont suffisamment proches pour être rabattus, projetés en fait sur le plan de coupe. Donc là, vous avez la légende de votre travail, hein, de vos documents. Ensuite, ici, vous avez toujours notre zone, et vous voyez effectivement que sur la zone, vous avez un certain nombre de carrières qui ont été creusées dans le secteur. Donc, dans votre coupe, il va falloir en tenir compte et puis regarder effectivement qu'est-ce qui tient de l'activité humaine et qu'est-ce qui tient du naturel. Donc, juste ici, sur cette diapositive, c'est un peu pour reprendre ce que Isabelle vous a dit tout à l'heure, c'est que vous avez votre zone qui a été exploitée en carrière souterraine pour le calcaire du lutécie. Donc, vous avez sur cette petite coupe
des zones qui ont été remblayées en souterrain, des zones de puits qui viennent traverser effectivement tout le lutétien ici. Vous avez les marnes et caillasses ici, le calcaire grossier supérieur et le calcaire moyen. Donc, juste pour témoigner effectivement que sur ce secteur-là, vous pouvez tomber au droit des sondages et au droit de votre coupe, ce que vous allez faire, vous allez tomber sur des travaux comme ça. Il va falloir en tenir compte quand vous allez réaliser votre coupe géologique. Donc, les légendes. Et ici, vous avez une carte hydrogéologique. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, vous le verrez plutôt la semaine prochaine. Hein, vous allez avoir un travail aussi en hydro à faire. Ici, on voit la surface piézométrique de la nappe. Hein, donc, vous avez des eaux souterraines qui circulent dans les terrains, hein, des eaux d'infiltration qui vont circuler, qui vont à l'intérieur de nappes souterraines dans la géologie du bassin de Paris, au niveau de Paris. Et vous risquez aussi d'être impacté par ces eaux quand vous allez creuser vos fondations. Pareil, avec les différentes nappes, vous avez plusieurs nappes qui se superposent. Et là, maintenant, on va essayer comme on n'est pas très en avance, on va essayer de démarrer votre travail. Donc, vous disposez en fait d'un document avec un profil topographique. Et sur ce profil topographique a été matérialisé les numéros de sondage. Donc, vous avez un profil topographique qui va du nord-ouest jusqu'au sud-est. Vous voyez que, comme je vous disais, vous montez effectivement d'une altitude aux alentours de 34 mètres vers une altitude autour de 50 mètres, effectivement, à l'est de votre profil. Et à mon avis, vous devez avoir ce document-là, qui est un peu plus complet, où on a reporté les différents contacts observés dans les sondages. C'est bon pour tout le monde? Bonne réponse? Oui, oui, monsieur. Donc, vous avez tous ce document-là et c'est votre document de travail. Donc, ça va être à vous de jouer maintenant et de commencer à essayer de dessiner ces contacts entre les différentes formations avec les différentes indications que je viens de vous donner. Donc, il y a du naturel. Quand vous avez AP, argile plastique, hein, ou SA, sable d'Auteuil, etc., vous avez une information qui est liée à du naturel. Par contre, quand vous avez du R mentionné, vous avez du remblai. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que alors, tout ce qui est assuré, effectivement, ça correspond à du remblai. Alors, vous avez du remblai qui semble être connecté à la surface. Ça, vous allez pouvoir le voir sur votre carte géologique. Mais vous avez aussi du remblai qui est souterrain. Vous voyez? C'est bon pour tout le monde. Tout ce qui est assuré, c'est du remblai. Donc, vous allez avoir des petits problèmes, effectivement, pour faire la part des choses entre le naturel, tout ce qui est sédimentaire, et le remblai qui est artificiel. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est, dans un premier temps, d'essayer d'avoir une trame pour votre coupe, une trame naturelle, c'est-à-dire essayer de réfléchir à comment relier tout ce qui est couche sédimentaire, en fait, qui est limite des couches sédimentaires. Et ensuite, eh ben, dessus, vous essayez de superposer en fait l'information
qui correspond à tout ce qui est modification du naturel par l'homme. Alors, je pense que vous disposez tous, on vous a tous demandé de disposer donc, de ces documents sur un papier et ensuite, effectivement, avec un crayon de papier, ça suffira, d'essayer de relier des informations, des sondages, pour définir les limites de couches et les limites de travaux liés à l'activité humaine. Alors, je vais vous laisser un peu travailler tout seul, là, pendant, on va dire, un petit quart d'heure. Et puis, je reviens vers vous après, une fois que vous aurez commencé à tracer quelques contacts et à réfléchir en fait sur ces contacts. Donc, un crayon de papier, une gomme, ça doit vous suffire, plus ce document-là qui va vous permettre effectivement d'établir la couche. C'est bon pour tout le monde, des questions? Pas de questions? Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre les bâtons rouges et les bâtons bleus dans la coupe de l'exploitation des carrières? Alors, laquelle? Sur mes diapos, là, ou Oui, celle-là. celle-ci, là? Oui. Alors, celle-ci. Ouh là là, je ne sais pas, là. Là, c'est qu'est-ce qu'on a? Masse de calcaire grossier et piliers et murs de consolidation. Voilà. Donc, vous avez en rouge, masse de calcaire. Vous avez les légendes. Donc là, le rouge, je reviens ici, le rouge, c'est du calcaire. Donc, il y a des piliers qui sont de nature, comment dire, qui sont naturels. On laisse en fait une partie de la couche non exploitée, comme vous expliquait Isabelle, on vous laisse une partie de la couche non exploitée pour soutenir les terrains, le toit d'abord de la galerie et les terrains qui sont les terrains de recouvrement. Ensuite, le bleu est construit. On a fait des murs de consolidation. Vous avez eu effectivement des photos là-dessus. On va faire un pilier artificiel. On va empiler des moellons, et ça va permettre effectivement de soutenir le toit de la galerie. Ensuite, ces galeries ont été remblayées. On n'a pas laissé les vides ouverts, on les a remblayés pour améliorer la stabilité de l'ensemble. Vous avez vu que si vous laissez ça, c'est des problèmes par exemple, dans toutes les anciennes carrières dans la partie sud de Paris. C'est le problème, effectivement, c'est que le toit se dégrade doucement. On a le temps. Ça va se dégrader doucement à partir du moment où c'est ouvert. Et tout doucement, en fait, le toit va s'effondrer et va remonter. On va avoir des fontis qui vont se former. Il va remonter vers la surface. C'est là où vous avez des effondrements. Alors, tant qu'effectivement, la partie est suffisamment solide au toit, vous n'avez aucune conséquence en surface. Par contre, quand vous allez commencer à attaquer des zones qui sont beaucoup plus molles, vous voyez sur la coupe ici, vous avez des marnes, des roches qui sont plutôt tendres, le processus va s'accélérer et là, vous allez avoir un fontis, donc un trou qui va se créer en surface. Et vous allez avoir un effondrement qui n'est pas forcément c'est pas souhaité. Donc c'est pour ça, effectivement, le fait de faire un bourrage et de faire un remblai permet d'éviter en fait la formation de ce genre de phénomène. Je vous signale, par exemple, vous avez des grosses exploitations de gypse dans la région parisienne, dans le nord de Paris, dans le nord-ouest et dans le nord-est de Paris. À l'est de Paris, vous avez des grosses exploitations. Actuellement, la législation a changé. Il y a
Il y a quelques décennies, on était obligé on ne se préoccupait pas en fait des vides laissés. Maintenant, en fait, toutes ces carrières-là sont obligées de remblayer. Donc, on remblait le vide après exploitation pour justement assurer la stabilité sur plus long terme. Donc, d'une obligation comme ça, ces exploitations comme Placoplâtre, Saint-Gobain, en fait, en font comment dire, un atout économique. Actuellement, vous savez qu'on est en train de développer le réseau Grand Paris et il y a énormément de matériaux qui sont liés au creusement des différentes galeries et tunnels de métro. Et tous ces matériaux, en fait, sont, comment dire, Placoplâtre vend en fait les trous qu'il génère par l'exploitation du gypse pour faire du plâtre. Il vend ces trous pour stocker tous ces matériaux. Donc, effectivement, ils ont, au niveau économique, cette obligation pour eux, et je ne veux pas dire qu'ils s'en sortent bien parce qu'ils sont capables, effectivement, d'en tirer de l'argent. Voilà, donc le rouge, c'est du naturel et le bleu, c'est de l'artificiel. Ça va pour la réponse? Oui, merci. D'autres questions? Non? Bon, moi, c'est à vous de travailler. Alors, moi, ce que je voudrais quand même, effectivement, c'est un peu difficile que tout le monde joue le jeu. Hein, on n'attend pas on n'attend pas la correction finale. On essaye de faire quelque chose. Et si vous avez une question, j'espère que vous avez la possibilité, sans trop de difficulté, de me présenter votre coupe à la caméra. Et donc, on va essayer de progresser comme ça. Alors, vous êtes une vingtaine, là, c'est un peu compliqué de vérifier tout le monde, mais on va essayer d'avancer pour ceux qui ont des questions et de me montrer effectivement l'état d'avancement de votre coupe au fur et à mesure que vous la faites. Donc, je vous ai dit, dans un premier temps, vous vous occupez de tout ce qui est limite entre deux couches d'origine, on va dire, naturelle, et après, vous essayez de calquer l'activité humaine, l'exploitation de certaines zones, sur cette trame, cette trame naturelle. Ça va pour tout le monde? Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc ça devrait aller. C'est parti, allez, on y va. Et puis je reviens vers vous, et puis on essaye de vérifier un certain nombre de coupes au fur et à mesure qu'elles avancent. Alors, si vous avez des difficultés au fur et à mesure que vous faites, vous me posez des questions. Hein. Faut hésiter, je suis là pour vous répondre. Hein.
utiliser votre carte géologique, hein, qui vous amène de l'information, notamment au niveau des limites entre les différentes formations en surface. Comment ça se fait que sur la carte géologique, on ait des points qui ne soient pas sur des zones assurées, mais que quand on a le tableau des sondages, leur première couche, ce soit un remblai. Par exemple, le point 7. Alors, le 7, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément la carte géologique a peut-être des défauts. Donc, il faut voir ça. Peut-être des défauts, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez effectivement combien vous avez Ce n'est pas parce que c'est des toutes petites couches de remblai. Oui, c'est ça, vous avez un mètre ou 1,50 m de remblai sur la cible. Je pense qu'un remblai significatif, ça marche. Par exemple, pour le 4. Quand on regarde sur le 4, vous avez un remblai qui fait 45-37, qui fait pas loin, un peu plus de 8 mètres. Quoi. Alors que là, sur le 7, vous avez un remblai qui fait 1 mètre, 1,40 m. C'est pas lourd, hein. Donc effectivement, sur la carte, il est peut-être même passé, quand le géologue a fait la carte, il est passé inaperçu. Du coup, il vaut mieux s'en tenir au sondage. Donc, alors, vous en tenez au sondage, l'information. Alors, il est clair que de toute façon, les sondages vous amènent une information qui est plus précise, c'est sûr, mais qui est des fois, de temps en temps, hein, est plus délicate à intégrer. On va dire. Voilà. Donc, c'est, en fait, c'est un trou d'épingle, un sondage dans une immensité, et donc il faut tenir compte de ça. Alors qu'effectivement, une carte, ça vous donne une allure. La résolution n'est pas la même, en fait. Vous avez beaucoup d'informations dans un sondage qui sont souvent difficiles à intégrer à une résolution, même au 2500e. Mais bon, là, vous avez l'info, vous êtes dans du sédimentaire, c'est pas forcément très compliqué. Alors, je ne sais pas si vous avancez, hein, mais le premier conseil que je pourrais vous donner, déjà, c'est effectivement de partir des zones qui ne sont pas perturbées. Ça vous donne une allure générale. Quand vous empêlez du sédimentaire, à petite échelle comme ça, vous avez des couches qui sont parallèles. Hein. On espère qu'elles sont parallèles et qu'elles ont un peu des épaisseurs assez constantes. Vous voyez que si vous partez du bas, vous avez... alors, vous démarrez sur MM, qui est son... MM, c'est Marne et calcaire de Meudon. Donc, Marne et calcaire de Meudon, ici, sur la partie à gauche. Vous ne la retrouvez pas dans votre
dans les différentes coupes ou différents sondages qui ont été faits. C'est juste dans le sondage 1. Donc, c'est votre couche la plus profonde. Ensuite, vous avez argile plastique. Alors, argile plastique, vous la retrouvez effectivement dans le sondage 9. Donc, vous avez la limite dans le sondage 9 entre les argiles plastiques et les sables d'Auteuil. Donc, cette limite-là, elle est, si on applique le principe de continuité, vous pouvez relier en fait ces limites-là entre elles, hein, puisque ça correspond au toit de la couche. Donc, si je dessine ça sur mon, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ça, je peux relier ces deux couches-là, ces deux limites-là. Ça va pour tout le monde? En sachant effectivement que j'ai une lacune d'information entre le sondage 1 et le sondage 9. Et puis après, effectivement, au-delà du sondage 9, je n'ai pas d'information. Alors on peut faire ça de la même façon pour la limite entre les sables d'Auteuil et FG qui correspond à... Alors, FG aux fausses glaises. Alors, vous avez déjà un peu plus d'informations. Vous avez une limite, hein, entre SA, enfin une limite supérieure de SA dans le sondage 1. On n'a pas les fausses glaises. Par contre, en fait, on a une information dans le 6. On a une information dans le 9. Et après, terminé. Donc, si je veux bien relier ces points d'information par qui va correspondre en fait au toit de la couche. Alors ici, je ne sais pas, parce que sur la 1, on n'a pas grand-chose comme information. Où ça va? Voilà. Vous voyez que là, ce que j'ai construit, c'est j'ai construit ma couche de sable d'Auteuil. Là, pour tout le monde? Est-ce que vous en étiez arrivé là? Oui. Ça va? Donc ça, c'est relativement simple. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est effectivement faire la limite suivante. Hein, la limite entre les fausses glaises et le calcaire grossier.
Alors, vous voyez effectivement que la limite entre les argiles plastiques, je refasse ma changement. Donc, le toit, effectivement, des sables d'Auteuil et le toit et le mur sont parallèles. Alors, quand on essaye de faire la même chose pour la limite entre les fausses glaises et le calcaire grossier, on va avoir un petit problème au niveau du 4. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du 4, du sondage numéro 4? Non, vous n'avez pas un problème au niveau du 4? Bah, la couche, elle est un peu plus élevée. Oui. Et c'est parce qu'il y a le remblai au-dessus? Ou... Là, on peut se poser une question. On peut se poser une question, notamment sur les cotes. Hein. Donc, vous êtes avec comment dire, des données qui sont fournies par un foreur. Et donc, vous pouvez vous poser des questions sur la validité des données fournies par le foreur. Rien qu'en regardant la géologie. Normalement, vous voyez, je vous ai construit les limites. Ça devrait être quand même plus ou moins parallèle. Hein. Et là, vous avez plutôt quelque chose qui est légèrement décalé. Hein. Si je cherche à suivre la limite fausse glaise, calcaire grossier dans le sondage 4, je m'aperçois effectivement que j'ai de l'ordre j'ai 3 mètres de décalage. Est-ce que tout le monde en est là à peu près sur cette coupe? Vous avancez ou c'est quoi la limite suivante qu'on pourrait dessiner? La limite entre le remblai et le calcaire. On essaye, je dis que le remblai, on essaierait de le faire en dernier. Ah, ok. D'accord, on fait les limites naturelles. Donc, effectivement, on essaye de faire la limite entre, la suivante, c'est entre le calcaire grossier et les marnes et caillasses. Vous voyez que dans le 12, vous l'avez, hein, M et C, là, les marnes et caillasses. Et donc, le calcaire, alors, même si vous avez des zones de remblai dans le calcaire grossier, hein, c'est le calcaire de lutétien qui a été exploité, hein, et vous avez des limites. Hein. Donc, vous avez des limites dans le 12, vous avez une limite dans le 10, dans le 9, dans le 8, dans le 7, dans le 6. Voilà. Et vous savez que vous avez du calcaire grossier au niveau du 5, qui est légèrement en dessous d'une zone de remblai qui est de l'ordre d'un mètre. Ça va? Donc, ce trait-là, vous pouvez le faire. Alors, pareil, vous avez des petits soucis effectivement, pour passer
Alors, au point où j'en suis là, je vais avoir un petit problème, c'est-à-dire à quel endroit je vais faire atterrir ma limite calcaire grossier Marne-et-Caillasse en surface. Vous voyez que là, quelque part, entre le 3 et le 4, la surface topographique va recouper la limite entre le calcaire grossier et les Marne-et-Caillasse. Là, on peut regarder sur la coupe géologique. On voit que Voilà, parfait, impeccable. c'est à côté du point 3, du coup. C'est pas très loin. Alors, c'est pas très loin du point 3. Donc, si on regarde la carte géologique, on va être à côté du point 3. Et donc, effectivement, on va pouvoir faire aboutir quelque part par ici notre limite. Tout le monde voit les traits de couleur que je fais? C'est pas facile, je fais ça direct avec Zoom qui propose un outil de dessin. Oui, c'est bon, on les voit. Excuse-moi, monsieur, j'ai pas compris qu'est-ce qu'on a fait là. Alors, on a dessiné, je suis en train de perdre on a dessiné la limite entre deux couches. La couche du dessous, c'est la couche de calcaire grossier. Donc ça, c'est la couche de calcaire du lutétien qui est exploitée, ou qui a été exploitée. Et la couche du dessus, c'est la couche de Marne-et-Caillasse. On peut voir dans le sondage 12 que vous avez quelque chose qui est noté effectivement comme étant la limite entre Marne-et-Caillasse et calcaire grossier. Vous avez une limite comme ça dans le sondage 12, dans le sondage 10 aussi, dans le sondage 9, dans le sondage 8, dans le sondage 7, dans le sondage 6, et ensuite, pour regarder où se positionne la limite entre ces deux couches à l'endroit où la surface topographique recoupe cette limite, on va se servir de la carte géologique. Ça va? Ok, merci. Donc, ce trait-là correspond effectivement à cette limite. Alors, vous voyez qu'il y a probablement, on commence à avoir des choses qui sont un peu bizarres en surface, comme ça, où on a des variations de parallélisme entre le mur et le toit de la couche. Monsieur, mais pourquoi il n'apparaissait pas dans les sondages 4 et 5 Pourquoi ça n'apparaît pas dans les sondages 4 et 5? Qu'est-ce que vous avez à l'endroit où j'ai dessiné cette limite-là? Qu'est-ce qui est noté dans ces sondages 4 et 5? Remblai? Remblai, voilà. Donc cette limite a été recoupée par des travaux d'origine humaine. D'accord? Donc ces remblais-là correspondent à une ancienne carrière où le calcaire grossier a été exploité. Et ensuite, ça a été remblayé. Donc on est dans une zone de travaux ici, où on a décapé effectivement les Marne-et-Caillasse pour pouvoir accéder au calcaire grossier qui a été exploité pour faire de la pierre de construction, de la pierre de taille. Ça va? Donc j'ai fait cette limite-là qui n'est pas présente dans les sondages parce que effectivement elle a été oblitérée par les travaux d'origine, les travaux d'exploitation, mais virtuellement, avant que ces travaux aient été faits, la limite se situait probablement aux alentours de cette position-là. Alors, tous les traits que vous voyez sur ma coupe correspondent effectivement aux limites qui sont naturelles que je peux éventuellement intuiter à partir de la carte géologique et des informations de sondage. On voit que les informations de sondage, il ne semblerait pas être fiable à 100% dans certaines zones, si on considère effectivement que les
limite de couche devrait être parallèle. Alors, il y a quelque chose dont on doit effectivement tenir compte, c'est si vous regardez votre carte, votre carte géologique. Attendez, je vais essayer, du mal à travailler. Si je regarde la carte géologique, effectivement, voilà. J'ai une zone, en fait, vers le nord-ouest, une zone, en fait, qui correspond à des alluvions. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ces alluvions-là, mais je sais, en fait, que la zone d'alluvion, la limite entre les alluvions et le calcaire grossier est un peu vers le sud-est du sondage numéro 2. Donc, si j'ai une limite à faire ici, les alluvions, en fait, c'est une pellicule superficielle qui se dépose, en fait, sur une surface d'érosion. Et si je veux effectivement, alors je vais peut-être choisir une autre couleur, prendre un jaune. Si je veux positionner cette surface alluviale, je vais être obligé de faire quelque chose qui va ressembler à ça. Ce n'est pas très beau, j'ai un peu de mal, je vais essayer de la refaire. C'est une pellicule de dépôt qui va ressembler à ça. Ça va pour tout le monde? Alors maintenant, on va essayer de s'attacher au remblai. Alors les remblais, ça va être un peu plus compliqué parce qu'effectivement, vous n'avez pas franchement de logique. Avec les couches sédimentaires, on avait une logique, c'est-à-dire qu'on savait que c'est un dépôt sédimentaire, il y a une continuité latérale, il y a une chronologie, cette chronologie, on ne peut pas la mettre de côté, que les épaisseurs sont constantes, que les épaisseurs de dépôt sont constantes à l'échelle où on travaille, etc. Donc, on avait une logique, on avait certains points sur lesquels se raccrocher en termes de logique. Et par contre, pour les remblais, c'est un peu, je ne vais pas dire n'importe comment, mais la logique, on la connaît un petit peu du fait qu'on sait que le calcaire grossier a été exploité, mais relier les points d'information dont on dispose dans les sondages, ce n'est pas si facile que ça. Alors, on sait, par exemple, si on regarde la carte géole, que on traverse une carrière, on traverse un remblai au niveau du KT5. Un gros remblai là, qui semble avoir été une carrière à ciel ouvert. Et donc, si on raisonne là-dessus, on se dit c'est une carrière à ciel ouvert. Ce remblai-là démarre à peu près au niveau entre le 3 et le 4. Donc, on peut éventuellement considérer que notre carrière est quelque part a été ouverte à partir d'un point entre 3 et 4. Si je le dessine, on pourrait dessiner quelque chose comme ça. Facile, on peut faire autrement.
On pourrait penser à, effectivement faire quelque chose comme ça. Et là, j'intègre en fait toute l'information dans cette limite-là concernant la position en fait du remblai. Alors, est-ce que la question sur le 4 se pose effectivement, est-ce que la limite est bien placée en termes d'altitude? Donc, on pourrait éventuellement intégrer le 8 dedans. Et on aurait un peu la même chose au niveau du 11 et du 12. Ça va pour tout le monde? J'ai juste une question. Au niveau de la limite entre fausse glaise et calcaire grossier, on la continue jusqu'au point 1, enfin jusqu'au sondage 1, La limite entre... fausse glaise et calcaire grossier. Alors, on pourrait. Alors, je ne l'ai pas faite pour l'instant parce que, effectivement, je n'ai aucune information dans le 2 et dans le 1. Je ne sais pas trop où ça passe, mais on pourrait effectivement considérer que le toit et le mur des fausses glaises sont parallèles et continuer jusqu'au 1. D'accord. Alors, les informations dont je dispose sont effectivement les alluvions que j'ai au niveau sur la carte géologique du 1 et du 2. Je sais que les alluvions, c'est des formations qui sont plutôt superficielles. Alors, effectivement, on n'a pas un contact exact, mais il est probablement de cet ordre-là. Hein, c'est donc le petit contact jaune que je vous ai mis. Mais effectivement, on est en droit, ça ne serait pas choquant de rajouter effectivement, d'ailleurs, je peux déjà le rajouter, hein, de rajouter un contact ici, de continuer le contact du toit des fausses glaises jusqu'au sondage 1 en considérant que effectivement le toit et le mur sont pareils. Ça va? D'accord, merci. Donc on pourrait faire un peu la même chose. Alors ça, le rouge. Alors, je me pose la question, effectivement, est-ce qu'on peut, au niveau du 12 et du 11, faire quelque chose comme ça? Voilà. Un gros remblai, bon, pourquoi pas. Et puis après, effectivement, à partir de ces niveaux de creusement, il y ait eu des exploitations en souterrain.
Alors après, se pose la question effectivement de la continuité des différentes exploitations. Hein, ici, alors, est-ce qu'on a en droit de mettre en continuité ça et ça? Peut-être. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, on peut éventuellement aussi, je vais changer la couleur. Et du coup, pour les exploitations en souterrain, on peut imaginer qu'elles partent des carrières. Ah oui, oui, pourquoi pas, ouais. Oui, oui, c'est pas interdit, là. Non, non, éventuellement, vous pouvez éventuellement les faire continuer puisqu'on n'a pas d'infos. Après, ça laisse libre cours un peu à la logique, je ne vais pas dire à l'imagination, mais c'est la logique un peu de ça, et effectivement, peut-être de. Alors, à mon avis, il y a des petits problèmes d'altitude dans les sondages. Voilà, on pourrait faire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, dans le calcaire grossier, il y a des zones, vous voyez, qui ont été privilégiées, probablement liées à la qualité de la roche. Donc, le carrier suivait le niveau qui était de bonne qualité. Il ne prenait que ça. Vous voyez, dans les 7, 8 et 9, dans les sondages 7, 8 et 9, vous avez deux niveaux qui ont l'air d'avoir été exploités à emblayer, et probablement des niveaux carbonatés qui étaient d'une qualité supérieure pour faire de la construction de bâtiments. C'est quoi, à votre avis, est-ce que vous avez un avis sur la qualité des pierres qu'il faut pouvoir mettre en œuvre dans la construction des bâtiments comme ça? Non? La première chose, de toute façon, c'est effectivement avoir un comportement mécanique intéressant. Donc, il faut que ça soit très résistant il ne faut pas que la pierre se dégrade à la compression. Et le deuxième critère important,
c'est Ça soit suffisamment résistant à l'érosion. Enfin, oui, oui, à l'érosion, mais il y a différents types d'érosion. La première érosion qui est fondamentale, c'est qu'il faut que la pierre, on dit qu'elle soit non gélive. Hein, si vous avez de l'eau qui rentre dans la pierre et que l'hiver et que ça gèle, l'eau va, la glace en fait va faire éclater progressivement la pierre en surface. Alors à Paris, il y a d'autres problématiques, notamment liées aux pluies acides sur les carbonates, sur les calcaires, qui posent beaucoup de problèmes sur certains bâtiments. Donc avec les pluies acides, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on du carbonate plus des sulfates, ça fait cristalliser du gypse. Et donc c'est pas le gel en fait qui par la dilatation qui fait éclater la pierre, mais c'est plutôt la cristallisation de gypse en fait dans les pores de la pierre qui font que tout doucement effectivement le carbonate se dégrade. Est-ce que ça vous va est-ce que certains d'entre vous veulent me montrer leur travail? Je ne ferai pas tous les 20. Non, personne? Il ne faut pas avoir honte. Hein. Est-ce que tout le monde a compris le principe? Si je n'ai pas de retour, moi je ne sais pas comment vous me recevez. Hein. Si je n'ai pas de retour, je ne sais pas si ce que je vous ai présenté est correct ou s'il y a des petits… Non, c'était clair. Ouais. C'était clair? Oui. Ah, ok. Monsieur, juste pour savoir, du coup, le gros remblai, là, c'est là. Attendez, carrière, celui entre 10 et 12. Attendez. Ah oui. Alors, entre 10 et 12, ouais. J'ai à peine assez d'informations sur ce remblai-là. Il est présent sur la carte. Il semble effectivement être profond comme ça, parce que le 11 me donne du remblai sur toute la profondeur. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas… Alors, on peut regarder sur la… Mais ouais, ma question, c'était plutôt, s'il est comme ça, c'était un peu… quand on creuse la carrière, on a commencé par creuser ça, c'est ça? Et puis après… Ben, ils ont retiré les marnes et caillasses, en fait. Ok. Pour atteindre le calcaire grossier. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont été… ou alors, est-ce que c'est un puits? Tout simplement, on est tombé dans un puits. D'accord. Et effectivement, mon contact qui va se trouver au nord-ouest, là, il n'est pas bon. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Et sinon, c'est pas par ce remblai qu'ils ont pu accéder aux autres remblais internes, à gauche et à droite? Ben, pourquoi pas, ouais, oui. Vous avez vu effectivement que, d'une certaine manière, comment dire, le carrier, en fait, il va utiliser en termes d'accès ce qui est plus pratique. Alors, alors, est-ce que c'est un puits, ça? Alors, si j'ai gommé ça, je peux gommer ici. Par contre, je pourrais très bien faire quelque chose plutôt comme ça. Pourquoi pas, hein? Voilà, on va dire il a fait un puits, là. Pourquoi pas? Pour accéder au calcaire grossier. Et le sondage est tombé dedans. Manque de chance. Mais les deux contours sont possibles. Un contour, effectivement, celui que j'avais fait en premier pour effectivement essayer de stabiliser la pente. Hein, donc vous mettez un peu d'angle pour éviter les éboulements. Et puis après, cette partie-là, effectivement, c'est quand même dans des calcaires qui sont assez résistants. Donc en fait, ouais, c'est peut-être juste un puits, ça, et que le 11 est tombé dedans. Manque de chance.
Ok, donc on a un deuxième. Je ne sais pas si vous avez du temps, parce que normalement, la séance est jusqu'à 11h15. Oui, mais je me questionne Oui. pour la ligne rouge qui commence entre 3 et 4 et Entre commande. ça et ça, là, je me Oui, suis oui, servi de commande. la carte, La ligne rouge, c'est celle-là, là. Attendez, je vais. Cette ligne-là, là. oui, oui. Donc celle-là, pourquoi je la fais arriver là? Parce qu'effectivement, sur ma carte géologique, j'ai mention d'une zone de remblai. Vous regardez entre le 3 et 4. Je la reprends. Entre 3 et 4, ouais, j'ai mention d'une zone de remblai. 3, 4, 5. Monsieur, est-ce qu'il y a une condition pour la représentation des remblais sur la carte géologique? Puisque normalement, au niveau du... Ben, après, il faut lire les légendes, hein. Effectivement, ils mettent des hachures, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Le géologue ou l'éditeur de la carte a choisi cette symbolique. Donc, il choisit une légende. Alors, ce qui est intéressant, en fait, sur la carte, c'est qu'au niveau du remblai, il vous donne la géologie, donc la couche qui sert de substrat au remblai, hein. C'est-à-dire, c'est le substratum du remblai. C'est sur cette couche-là, la nature de la couche sur laquelle le remblai repose. Ça va? Est-ce qu'on démarre la seconde coupe? Vous avez du temps ou pas? Si on avait un second exercice, bon, du coup, moi je vais tout effacer, hein. C'est bon, tout le monde a pris à peu près? Oui. Oui, c'est bon. Oui. J'efface tous les dessins et donc du coup, j'arrête le partage. Est-ce que j'ai une correction de ça? Oui. Oh. Alors, la correction officielle. Donc, je vous mets ça en partage. Voilà. Donc, vous voyez, la correction, c'est un peu agrémenté par des figurés. Effectivement, les alluvions sont représentées en étant un peu plus profonds, etc. Voilà. Et puis, il y a une continuité au niveau des remblais. Mais on retrouve en fait ce qu'on a fait. Ça va pour tout le monde, la correction, là? Oui, oui. Donc, on va regarder la deuxième. Coupe. C'est une coupe qui est la coupe. Alors. Qui prend l'ensemble en fait de la ville de Paris. Partage. C'est bon pour tout le monde? Donc vous avez effectivement un. Non, juste pour vous présenter la coupe là.
Vous avez ici, je vous présente une diapositive de la carte géologique de la France au millénium. Alors, vous voyez, vous avez des terrains de différentes couleurs. Le bassin parisien, c'est cette structure qui est un peu annulaire ici, en forme assez concentrique. Vous avez des couches concentriques qui vont du violet à l'est, en passant par le bleu, quand on va vers l'ouest, le vert, le jaune. Alors, le violet, ben, c'est le Trias. Le bleu, c'est du Jurassique. Le vert, c'est le Crétacé. Et le jaune, c'est tout ce qui est tertiaire. Ensuite, vous avez deux grands massifs, un à l'ouest, qui correspond effectivement à la Bretagne, et un au sud, qui correspond au Massif central. Vous en avez un petit à l'est, qui correspond aux Vosges. Alors, les Alpes, on va les laisser de côté. Donc, le bassin parisien, en fait, il se retrouve dans un système en creux, en cuvette, entouré de la Bretagne, donc ce qu'on appelle le Massif armoricain, le Massif central et les Vosges. Donc, vous avez une immense dépression comme ça, qui a joué en subsidence pendant plusieurs centaines de millions d'années, et qui s'est remplie de sédiments. Donc, vous voyez que y a les couleurs utilisées pour représenter la géologie au niveau du sédimentaire sont bien standardisées. Donc, les couleurs au niveau des zones sédimentaires correspondent à des âges. Je vous ai dit Trias à l'est, Jurassique, Crétacé, Tertiaire, Cénozoïque. On retrouve effectivement à l'ouest l'auréole du Jurassique et l'auréole du Crétacé. Tout ce qui est en rouge au niveau des massifs armoricains et massifs central, même Vosges, en fait, correspondent à des terrains qui sont beaucoup plus anciens, donc qui sont des terrains primaires, et de nature lithologique complètement différente. C'est des roches métamorphiques, qui sont plutôt dans des verts cacadois ou des marrons. Et puis tout ce qui est rouge correspond à des roches d'origine magmatique ou volcanique. Alors là, on utilise, comme on a du mal à dater tous ces objets-là, en fait, on utilise des couleurs en fonction de la nature de la roche. Voilà. Donc les rouges, en général, c'est des granites ou des gneiss. Alors on utilise différentes teintes de niveau de rouge, en fait, pour ça. Les bleus, ici, par exemple, dans le Massif central, c'est des roches volcaniques, c'est des basaltes. Voilà, donc on n'utilise pas du tout le même code en roche sédimentaire qu'en roche volcanique et d'origine magmatique. Donc Isabelle vous a présenté la coupe générale du bassin de Paris tout à l'heure. Je vous la représente ici, mais c'est classique avec effectivement une épaisseur de sédiment de l'ordre de 3000 mètres d'épaisseur au centre du bassin. On a la géologie de Paris ici, avec effectivement des terrains qui sont plus récents au nord de Paris, avec tout ce qui est plutôt formation liée formation du ludien, du gypse ici au nord, et puis plutôt le lutétien au sud en Marne, de manière générale. Donc, les terrains récents au nord et les terrains plus anciens au sud. Mais tout ça, ça reste du tertiaire. Donc, on va essayer de, si vous avez un peu de temps, je vais quand même vous présenter la coupe. Vous avez tous les documents, donc si on n'a pas le temps de la finir, vous pouvez toujours la finir chez vous, hein, et travailler un peu dessus. Donc, on a un certain nombre de... Vous voyez le trait de coupe, il est comment dire, matérialisé par des sondages. Hein, et de façon un peu plus précise, la géologie, effectivement, en surface au niveau de ce trait, avec la carte géologique. Donc tout ça, je pense que vous devez l'avoir. Voilà, les légendes associées à la géologie, à la carte géologique ici. Et ça, c'est le profil de votre coupe, hein,
le nord est à gauche et le sud est à droite. Alors vous voyez que votre coupe passe par la butte Montmartre qui se trouve ici, et ensuite va traverser une partie du nord de Paris et ensuite longer la Seine. Donc vous voyez que vous avez... alors bien sûr, l'altitude, l'échelle n'est pas la même en verticale et en horizontale, c'est pour ça que vous avez ce pic au niveau de la butte Montmartre, mais vous voyez aussi qu'au sud de Paris, l'altitude remonte de façon importante, parce que vous passez au centre de Paris d'une trentaine de mètres, en fait, d'altitude, à 125 mètres au sud de Paris. Donc vous avez une petite centaine de mètres de dénivelé à ce endroit-là. Pour la coupe, vous avez la géologie qui est reportée, qui est reportée en haut du profil. Et la géologie, la lithologie qui est traversée au niveau de chaque sondage. Donc le travail consiste effectivement à faire exactement la même chose que ce qu'on a fait nous sur la coupe de la rue Baruel. Par contre, effectivement, là on n'est pas à la même résolution, donc les travaux, tout ce qui est travaux, on aura du mal à les représenter à la résolution à laquelle on travaille. Donc on va se contenter effectivement ici de faire tout ce qui est d'origine naturelle, on va dire. Toutes les limites entre couches, on appelle les limites stratigraphiques entre les couches. Alors vous faites attention parce que souvent, comme le forage s'arrête à une certaine profondeur, la profondeur maximum du forage ne correspond pas forcément à une limite de couche. D'accord? Donc on ne peut pas considérer en fait que la limite maximum, la profondeur maximum du forage est une limite de couche. D'accord? Donc on ne peut pas relier tout ce qui est fin de forage en fait. Voilà, donc normalement vous avez ça comme document. Tout le monde a ça comme document? Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que... Alors, quelle heure il est? Votre travail se terminait à 11h15. Non? Oui, monsieur, j'ai cours de langue à 11h30. Bon, donc du coup, effectivement, on n'a pas le temps de démarrer ça, mais je vous laisse effectivement le travail à faire quand vous aurez le temps. Hein. Et vous n'hésitez pas à éventuellement me contacter sur mon mail pour des questions, hein, si vous voulez avancer sur cette coupe. Alors le principe est le même, hein, vous avez des limites stratigraphiques, des limites entre couches, et là, il va falloir, ça consiste effectivement à essayer de relier de façon intelligente ces limites entre couches. Alors faites attention, hein, il y a certaines limites, il n'y aura pas de problème. Par contre, vous allez avoir quelques petits soucis avec tout ce qui est d'origine fluviatile, donc les sédiments récents qui vont se déposer en pellicule, hein, sur une surface d'érosion. D'accord? Donc on va avoir des anciennes couches qui vont être érodées et dessus viennent se déposer des alluvions. Bon, je vais m'arrêter là, donc n'hésitez pas à me contacter. Hein. Mon mail, c'est bruno.tessier@mine-paritech.fr. Hein. C'est le même format que pour Isabelle. Donc bruno.tessier, tout en minuscule. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez me déranger. Donc, dès que vous avez un peu de temps, vous vous exercez à faire cette coupe-là. Et éventuellement, je pourrais vous transmettre, pour ceux qui font l'effort, je pourrais vous transmettre effectivement une idée de la correction. OK?
C'est bon pour tout le monde? D'accord, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On est dispo. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a fait un peu avancer. On ne fait pas de vous des géologues avec 1h30 ou 2 heures de travaux comme ça, mais c'est déjà une étape. Hein, et que vous avez effectivement compris les principes fondamentaux de ce genre d'exercice. C'est très important, en fait, dans la construction, quelle qu'elle soit, et la réalisation de fondations. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.